Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le studio des experts où, comme chaque semaine, on va passer l'actualité en revue. Au menu aujourd'hui, on va parler d'images, on va parler de cordons, on va parler de trottinettes et de bien d'autres choses. Pour en parler, deux experts et deux invités politiques. Nos experts sont Aurore Pénois, journaliste RTBF à vivre ici, bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, un petit nouveau, Safwan Abdeslam, d'Arabelle et du Café Babel, et qui a présenté Solutions Capital sur BX1. C'est bien ça sur BX1. Bonjour Jean-Jacques. Bienvenue. Alors, stupeur cette semaine, après l'interview de Conor Rousseau, le numéro 1 du Parti socialiste flamand Vooruit, c'était dans Humo, « Quand je roule dans Molenbeek », a-t-il dit, je ne me sens pas en Belgique. Alors, tollé général, exemple avec le patron même des libéraux bruxellois, David Lester, c'était dans Plus d'actu. Je veux dire, il flirte avec le discours de Zemmour. Je veux dire, il aurait très bien pu, Zemmour, tenir... Donc on peut parler de dérapage. Ah, c'est un sérieux dérapage. D'ailleurs, si je lis toute une série de commentaires de membres de son propre parti, je comprends qu'il est extrêmement grave et qu'il a suscité plus qu'une polémique en interne. Ouais. Ça veut dire qu'il devrait rétro-pédaler, comme on dit parfois en politique, s'excuser, corriger son propos. Ah, c'est un minimum. Et puis je me demande un peu comment son propriétaire, puisque j'ai pu comprendre qu'il était locataire au pouvoir de l'empereur, va réagir également. Donc ça, c'est le Parti socialiste francophone. Alors, Aurore Pénois, ça a fait beaucoup de bruit, cette sortie de Conor Rousseau. Hein. Ben, c'est la moindre des choses, mais ça me fait beaucoup penser, en fait, finalement, à un cliché qu'on véhicule encore, même en Wallonie. Il n'y a pas besoin, en fait, d'aller du côté flamand. C'est ces gens qui jugent Bruxelles, qui jugent Molenbeek, puis qui jugent aussi plein d'autres de communes, sans finalement prendre le temps d'aller découvrir les habitants, sans prendre le temps d'aller se promener. Alors, ça me fait rire, parce qu'on est ici, finalement, à Molenbeek. Quelquefois, je me dis... À BX1, oui. Ici, à BX1, oui. Je me dis quand même que certaines rues ont des aspects d'être à Uccle. Donc je pense que M. Rousseau devrait quand même venir refaire un tour un peu plus profondément, sans sa voiture déjà aussi, dans Molenbeek. Et ça va pour aussi toutes ces personnes qui ont peur de venir à Bruxelles. Franchement, c'est une ville extraordinaire. Il faudrait y venir plus souvent. Alors, et vous, Safwan ? Oui, je suis d'accord avec ma consoeur. Il y a une stigmatisation claire, mais cette polémique montre aussi autre chose. Pour moi, elle montre aussi un profond malaise politique, y compris entre des personnes du même parti. On a M. Rousseau, qui est le président des socialistes flamands, qui s'attaque à Molenbeek. Alors que, bon, dans la foulée, la bourgmestre a réagi. M. Ahmed Lawedge a réagi aussi, le président du PS, en déclarant que les propos étaient stigmatisants et xénophobes. Xénophobes, comme c'est sur du même parti, c'est quand même incroyable. C'est pas exactement le même parti, parce que Lawedge, c'est le PS bruxellois francophone. Oui, mais c'est socialiste, quoi. Voilà, socialiste. Ils sont socialistes tous les deux, ça vous avez raison. Ça paraît quand même incroyable. Mais même dans son propre parti, des socialistes flamands de Molenbeek, par exemple, n'étaient pas contents. Donc vous avez raison. Ça montre des divergences quand même assez incroyables. Donc il y a du Bruxelles bashing, du Molenbeek bashing, même si tout ne va pas si bien à Bruxelles, on en parle toutes les semaines. Et on va voir d'ailleurs ce qu'en pensent nos invités politiques. Faisons-les entrer. Alors, ce sont deux députés hauts en couleur et forts en gueule. L'une est dans la majorité au Parlement flamand, l'autre est dans l'opposition partout. L'une fut échevine à la ville de Bruxelles, l'autre fut chauffeur de bus à la Stib. L'une est maintenant donc au Parlement flamand, elle a quitté Bruxelles et l'autre est restée à Bruxelles puisqu'il en est à sa deuxième législature. On accueille donc Els Amp, députée bruxelloise au Parlement flamand, Open VLD. Bienvenue. Merci, mais je n'ai pas quitté Bruxelles, j'habite encore vous habitez là. Toujours Bruxelles. Oui, c'est ça. Donc il faut expliquer, ce n'est pas toujours très clair. Au Parlement flamand, il y a des députés qui sont élus directement, mais qui habitent Bruxelles. C'est ça. Vous représentez un peu Bruxelles au sein du Parlement flamand. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc à vos côtés, Youssef Hannichi, qui lui est député bruxellois PTB au Parlement bruxellois. Donc bienvenue à tous les deux. Bon, on va commencer par vous, Youssef Hannichi. Cette sortie de Conor Rousseau, ça vous a étonné ou bien vous dites, il court derrière le Vlaams Belang, c'est normal? Les deux sont étonnants, donc c'est une sortie qui est lamentable, ça décrit combien Conor Rousseau ne connaît pas Molenbeek, donc c'est assez flagrant, ça c'est une première chose, et puis effectivement on sent que les socialistes flamands, donc Vooruit en Flandre est en train de courir vers une future majorité au Parlement fédéral avec la NVA. Donc ça, je pense que c'est assez clair. On est en 2022, mais 2024 s'approche de plus en plus et on voit déjà des positionnements de présidents de parti. Donc ce qui est si déplorable, c'est que c'est normalement la gauche. Et la gauche, on ne fait pas ça. On ne dit pas ça. Parce qu'en fait, c'est les travailleurs qu'on est en train de stigmatiser. La gauche, on est plutôt là en train d'unir les travailleurs. Donc Molenbeek, ce sont des chauffeurs de bus, ce sont des gens qui ont travaillé en première ligne. Ce sont des travailleurs principalement. Et ça, Conor Rousseau, même s'il ne connaît pas Molenbeek, je pense qu'il a dû le lire dans un livre ou deux. Donc ça, c'est vraiment
ultra décevant pour un homme de gauche comme moi. Ça m'a fait mal. Ça fait mal à la gauche, ça fait mal à tous les travailleurs. Bon, voilà, je comprends que dans le contexte flamand, c'est encore autre chose. 2024 s'approche et on sent que le Vooruit voudrait se positionner pour une future majorité et c'est pas comme ça c'est pas comme ça que la gauche devrait travailler. Alors, Els Ambe, tout le monde a râlé de cette image-là, mais c'est pas pour autant qu'on ne critique pas l'image de Molenbeek, hein, dans pas mal de partis flamands et partis wallons aussi. Hein, ça arrive. En fait, cette expression montre que Molenbeek a quand même un problème d'image. Parce que beaucoup de Wallons et de Flamands, quand eux, ils pensent à Molenbeek, ils pensent à Chaussée de Gand. Et c'est quoi Chaussée de Gand? C'est une rue où vous avez beaucoup de commerces, des personnes qui sont issues d'immigration et surtout du Maroc. C'est un peu comme la rue commerciale Marie-Christine. Moi, j'habite une rue... Vous habitez tout près. Oui, j'habite une rue adjacente. Et il y a 30 ans, 40 ans, la rue était complètement différente d'aujourd'hui et beaucoup de personnes se plaignent que la rue est devenue de basse qualité, qu'il n'y a que des magasins à 1 euro, qu'il y a plus les grands magasins très chics de l'époque. Alors, il y a vraiment aussi un problème d'image et un problème... peut-être pas de l'immigration, mais bien de pouvoir d'achat. Un problème social. Un problème social. Alors, à mon avis, vous êtes d'accord tous les deux là-dessus. À Molenbeek, il y a quand même une personne sur deux qui traverse la chaussée des Gants qui ne travaille pas. Ça, c'est un problème. Et on ne peut pas fermer les yeux sur la réalité sociale de Molenbeek. Est-ce que Conor Rousseau a eu raison de dire que ce n'était pas la Belgique? C'est son sentiment. Il a exprimé son sentiment. Il a dit « je ne me sens pas en Belgique ». C'est son sentiment à lui. Hein. Mais au-delà je suis assez d'accord sur le constat socio-économique, mais ne pas se sentir en Belgique, cette génération, déjà moi, mes enfants, on est belges. À un moment donné, il va falloir l'accepter, il va falloir l'intégrer. C'est pas parce que je suis un peu plus bronzé que vous que je suis pas belge. Je suis tu as de la chance. Ben voilà, pour certains, j'ai cette chance-là. Toujours bronzé. Non, mais c'est sérieux. Moi, par exemple, j'ai fait toutes mes maternelles. J'ai grandi. On me dit toujours de quelle origine tu es. Je suis de Scarbeck, quoi. Je veux dire, je suis originaire de Scarbeck. Vous trouvez que c'est ça que Conor Rousseau a voulu dire? Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Est-ce que c'est une maladresse ou bien... Mais c'est une maladresse qui fait mal à toute une couche de la population. Moi, il m'a fait mal. Il m'a fait mal à moi, à mes enfants, à tous ceux qui sont un peu plus bronzés qu'un Belge normalement de souche. Ça c'est une chose qui est ultra importante. Et puis après, sur le schéma de ghettoisation de certains quartiers, Molenbeek, Scarbeck et d'autres, et qu'on ait une mauvaise image du côté flamand, du côté Flandre de ces quartiers-là, je peux le comprendre, mais là, on revient sur un autre problème qui est plutôt socio-économique. Et effectivement, moi, je suis surpris d'entendre l'OPLVLD parler de pouvoir d'achat alors qu'on bloque le pouvoir d'achat des travailleurs. On diminue encore leur pouvoir d'achat. Et effectivement, si on leur donnait du pouvoir d'achat, si on pouvait avoir des meilleurs salaires, on pourrait avoir des magasins, non pas à 1 euro, mais à un peu plus qu'1 euro. Et on pourrait avoir un autre quartier, un autre visage du quartier. Donc, c'est lié. C'est l'héritage de 20 ans de socialisme, excusez-moi, mais quand il y a des gens qui viennent s'installer à Bruxelles, des immigrés, les États-Unis, le Canada, ce sont des pays qui sont construits par les immigrés. Et là-bas, ça a fonctionné parce qu'on n'a pas donné des allocations sociales et des logements sociaux effrénés. On les a aidés au début, et puis c'était à eux de construire leur vie. Et ça ne s'est pas passé à Bruxelles et à Molenbeek, excusez-moi, mais il y a 2-3 générations de gens au chômage, ça ne va pas. Et alors, ce n'est pas un problème d'immigration, parce que l'immigration peut être super enrichissante, mais il faut aussi pousser les gens au travail, ou soit devenir indépendant et créer son propre entreprise. Dans ces quartiers-là, ils sont majoritairement indépendants. Et ça, c'est bien? Mais évidemment, mais quand... Vous avez pris l'exemple de Chaussée de Gand, ce sont plein de jeunes entrepreneurs. Hein. Moi, je connais assez bien Molenbeek. Si on va du côté de la rue de Ribeaucourt, moi, j'ai jamais vu autant de magasins sur une rue. J'ai jamais vu Chaussée de Gand, c'est plein d'entrepreneurs. C'est une richesse incroyable. Donc, je parle des travailleurs, mais les petits indépendants font partie aussi des travailleurs. Quand je dis ce terme-là, c'est les mêmes. Ce sont des gens qui veulent s'émanciper par leur travail. Ils n'attendent pas d'allocation sociale ou quoi. Ok, ils n'en veulent pas. Ils veulent des logements. Et le logement social, vous en avez parlé, le logement social, ça ne veut pas dire crados, hein.
ça peut être chouette, un logement social. On prend toujours l'exemple de Vienne. Là-bas, c'est beau, c'est propre, c'est confortable, c'est convivial. Quand une personne sur deux n'arrive pas à contribuer, c'est ça. Une personne sur deux à Molenbeek ne contribue pas ni au service de la commune, ni au service de la région, ni au service de l'État. Est-ce qu'ils ne veulent pas contribuer ou est-ce qu'ils ne peuvent pas contribuer? Je n'ai pas dit qu'ils veulent pas, ils ne contribuent pas. Ça, c'est le résultat. Mais ça, c'est une responsabilité politique. Ça, c'est une responsabilité politique. D'accord sur le constat tous les deux, mais pas sur les manières après de résoudre le problème. C'est une responsabilité politique. Européen. Mais justement, est-ce qu'à un moment, c'est pas aussi dans vos différents partis, pour ceux qui sont représentés ou qui tentent d'être représentés à Molenbeek, d'agir et de changer aussi l'image et de pousser les gens? Parce que finalement, on est sur un constat, mais on n'a pas de solution. Quelles seraient, vos solutions? Ouais, il y a des solutions, hein, mais il faut alors moins d'État. Moi, je trouve que la puissance de l'État à Bruxelles était beaucoup moins à l'époque. Alors, les Bruxellois, les Molenbeekois étaient les plus riches habitants de la Belgique dans les fin années 80. Maintenant, ils sont les plus pauvres. Et on a en fait beaucoup plus investi. On a mis beaucoup plus de moyens dans les communes, à la région, dans l'État. Et de plus qu'on donne, de moins que les gens sont motivés. On joue à la Saint-Nicolas avec l'argent des autres et on les... En quoi Molenbeek serait différent d'autres communes de Bruxelles? Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Que ce soit à Molenbeek, que ce soit à Uccle, les règles restent les mêmes. Qu'est-ce qui fait la spécificité alors? Regardez, par exemple, la ville de Bruxelles, c'est pareil. Hein. De plus qu'on construit des maisons sociaux pour des gens qui ne travaillent pas, on ne les incite pas à il faut bien qu'ils logent quelque part. Youssef Ndichi, votre vision, c'est plus d'État. Hein, si on dit moins d'État du côté de Helsamp, vous, c'est plus d'État. Mais je veux reprendre l'image de Saint-Nicolas. Donc, Saint-Nicolas, il vient sans cadeau à Molenbeek. Ça, je pense que c'est ultra important de le dire. Il est plutôt du côté de Woluwe-Saint-Pierre, Ixelles, Uccle, et de ces quartiers-là où on leur fait des cadeaux massifs. Et c'est pour ça que en fait, la situation n'est pas la même. Mais à Molenbeek, les gens contribuent, ils payent des taxes. C'est des revenus et ils payent des taxes. Je ne pense pas que le patron de Louis Vuitton qui est domicilié à Uccle paye ne serait-ce qu'une demi-taxe. Il ne paye rien. Il est réfugié. Il achète une Porsche, il va payer 21% sur sa Porsche. Je crois qu'il faut l'attirer. Il faut qu'il aille vivre à Molenbeek. Ce serait peut-être ça la bonne solution. Ça, c'est pas payer ses impôts. Ça, c'est encore autre chose. Il a payé une TVA, c'est autre chose. Sur votre position. Je pense qu'il faut effectivement renforcer les communes et les pouvoirs publics de première ligne. C'est là que les gens vivent. Donc, moi, ce serait plus renforcer l'État, c'est plus renforcer la première ligne, les communes, effectivement, les services sociaux de la commune est ultra importante. Je pense qu'il faut connaître Molenbeek et voir un petit peu toutes ces associations de quartiers qui se mettent ensemble. Donc il y a une énergie. Maintenant, l'État doit être à côté d'eux pour pouvoir leur donner les moyens de réaliser leurs projets. Donc, vous m'avez posé la question de quelles sont les solutions. Je pense que ces associations de quartier, ces associations de parents qui s'organisent et qui ont aussi des revendications de pouvoir embellir leur quartier, de pouvoir embellir leurs écoles, leurs parcs, plus de verdure. Mais je pense que c'est plutôt vers ça et de les accompagner et de pouvoir les réaliser. Mais ça demande des moyens, ça demande d'aller taxer les plus riches de ce pays. Safwan Abdesalem. Oui, non, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est que depuis tout à l'heure, on fait une sorte d'analogie en fait entre la diversité multiculturelle de Bruxelles qui était au départ au sujet de la polémique, hein, et avec directement le problème de pauvreté à Molenbeek, comme si quand on est immigré ou on vient d'un pays étranger au départ, forcément on doit se retrouver dans la pauvreté. C'est ça aussi. C'était dans la polémique de M. Rousseau, il a juste dit moi, je me sens pas en Belgique quand je roule. Donc il y a aussi un problème culturel de la manière chez les Flamands d'imaginer, de faire des stigmatisations comme ça au niveau de la société, au-delà du côté économique. Donc ça ne montre pas juste qu'il y a un problème de pauvreté. C'est pas qu'un problème social, parce qu'il y en a un bien sûr, mais c'est pas que ça. Il y a aussi une idéologie derrière qui me dérange un petit peu dans ce genre de propos. Proche d'une certaine xénophobie, c'est ça que vous voulez dire. Pas que proche, ouais. Pour être clair. Oui. Alors on va passer à notre sujet suivant. Autre grand débat de la semaine, c'est l'avenir du cordon sanitaire médiatique. Alors faut-il le revoir? Faut-il l'élargir? Les partis en ont parlé vendredi matin. En tout cas, la participation de Georges-Louis Boucher à un débat avec le leader du Vlaams Belang à la VRT avait jeté un froid la semaine dernière. Réaction de la coprésidente d'Écolo, c'était le week-end dernier, Raja Mawan. Nous attendons des clarifications de la part du mouvement réformateur et de la part de son président, puisqu'il y a une charte qui a été signée, il y a des engagements qui ont été pris pour une raison bien précise. Ne pas banaliser l'extrême droite, ne pas débattre avec elle et ne pas négocier avec elle. L'extrême droite est aux portes du pouvoir en France, elle est première dans les intentions de vote en Flandre.
nous pensons que c'est un momentum extrêmement important. On ne peut pas se permettre de rompre comme ça des principes démocratiques. Alors, entre-temps, le MR a sorti un communiqué éclaircissant sa position. Donc, apparemment, c'était une erreur, mais voilà, on n'y reprendra plus. Mais il y a quand même discussion sur ce cordon sanitaire. Alors, ça tombe bien. On a ici Elsham qui, dans le nord du pays, il n'y a pas de cordon sanitaire médiatique. Hein, le politique existe, mais pas le médiatique. Et il y a Youssef Handichi du PTB. Le PTB ne participe pas à la discussion sur cette révision du cordon sanitaire. Donc, tous les deux sont plutôt bien placés pour en parler, puisqu'ils ne sont pas dans la discussion. Alors, Elsham, d'abord, de votre côté à vous, vu un peu du nord, comment vous avez vu cette discussion sur le cordon sanitaire du côté francophone? Mais en fait, nous avons regardé tous les débats entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Marine Le Pen est quand même l'extrême droite en France, un peu comme le Vlaams Belang en Flandre. Et il y a eu des débats entre eux et les gens ont choisi pour Emmanuel Macron. Heureusement, moi, je suis très contente. Ils ont choisi un président libéral de nouveau et ils n'ont pas choisi l'extrême droite. Alors, pourquoi est-ce que Georges-Louis Boucher ne peut pas débattre avec quelqu'un du Vlaams Belang? Il a gagné ce débat, hein. Il était super. Je pense qu'il est. Ben oui, je pense qu'il est le premier qui a mis Tom van Rieken dans la défense. C'était un débat super. Il a super bien fait. Comment ça se fait que votre président du VLD n'y arrive pas? Ah oui. Ouf, ça je n'ai pas dit. Vous n'avez pas dit, d'accord. Mais presque. Hein, presque. Mais Georges-Louis, il a super bien fait. Alors il faut le remercier. Ben oui. Et en français, c'est encore plus dur. Ouais, oui, mais il a quand même signé, enfin pas lui, mais le MR avait signé un accord qui disait on ne va pas dans des débats avec l'extrême droite. Écoutez, quand il y a une école, par exemple, il y a la plaine de jeux, et il y a des enfants avec des idées que tu n'aimes pas. Est-ce que tu vas dire, je ne joue pas avec toi parce que tu as des idées extrêmes? Non, écoute... peux dire, je suis pas d'accord, mais voilà, quand tu te comportes, je vais jouer avec toi. Non, mais enfin, on parle d'une plaine de jeu avec 24 enfants contre un débat télévisé qui a eu un retentissement Non, mais on reste quand majeur. même des êtres humains, je comprends, mais... Ça n'empêche pas, mais enfin, il peut toujours aller boire un café discrètement à la cafette sans avoir des caméras et que ce soit revendiqué. C'était pas ça, à mon avis, l'idée. Mais posons la question à Youssef Handichi, puisque le PTB est un parti national, donc c'est encore différent. Donc vous, du côté nord, vous dialoguez, enfin, vous débattez avec le Vlaams Belang et dans le sud pas. Alors comment vous arrivez à vous retrouver dans ce double discours? Et je pense deux choses. Hein. Donc, il y a le cordon sanitaire, donc ne pas faire d'alliance ou de majorité avec le Vlaams Belang. Tout le monde a l'air d'accord. Au nord et au sud. Voilà, mais ça s'effrite un petit peu parce qu'on entend la NVA peut-être que voilà, ils l'ont pas encore fait. Voilà, ils l'ont pas encore fait, mais bon voilà. Donc ça c'est un aspect qui est encore autre chose que le cordon médiatique. Et effectivement, du côté de la Flandre, le cadre est différent. On a une extrême droite qui est là, qui est constituée, qui débat. Il n'y a pas de cordon médiatique en Flandre, hein, donc ils débattent, ils sont là, ils sont sur les plateaux télé. Et effectivement, on est le dernier parti national de ce pays. Notre président Raoul Edebouw, il ira débattre là-bas. Il est obligé, parce qu'effectivement, en Flandre, c'est soit on a un débat... Je crois que c'est la chaise vide. Ou la chaise vide, mais ça c'est juste pas possible. On doit pouvoir aller en Flandre et débattre contre eux. Si Georges-Louis Boucher a gagné apparemment ce débat-là, imaginez-vous ce que serait un Raoul Edebouw sur le plateau de Terza contre l'extrême droite. Et effectivement, je pense que c'est quand même assez différent. Ici, l'exemple de la France a été pris, donc c'est vrai que là-bas, le Front National, le Rassemblement National existe et il faut débattre contre eux, hein, pour vraiment démanteler un petit peu toutes ces idées et apporter une autre alternative. Hein. Donc Macron, on voit très bien que c'est faible par rapport à Marine Le Pen. Imaginez-vous un Mélenchon qui aurait été face à une Marine Le Pen. D'accord, mais si on en revient à notre pays et au sud, donc au sud, le cordon médiatique, vous êtes d'accord, vous le suivez, mais dans le nord pas. Mais je pense pourtant, que c'est le même parti. L'élément important... C'est pas du tout spécial. L'élément important à pouvoir comprendre, c'est que le climat en Flandre et en Wallonie, dans le nord et dans le sud du pays, n'est pas pareil. Là-bas, en Flandre, l'extrême droite est constituée et ils sont là et ils ont leur part de marché, enfin, ils ont leur part de parole dans les médias, mais du côté francophone, il n'existe pas. Et donc, effectivement, ça, c'est un autre cas. Le jour où il y aurait une extrême droite côté francophone, il n'y aura plus de cordon médiatique pour le PTB. C'est ça que vous voulez dire? C'est pas ça que je dis. Je dis que s'il y a un moment donné, et je ne le souhaite pas, s'ils arrivaient à faire, je ne sais pas, moi, 10, 15
10% et il serait dans le débat, dans le paysage médiatique, on serait quelque part forcé de pouvoir débattre contre eux, pas avec eux, mais bien contre eux, parce que l'extrême droite c'est quand même un parti raciste, xénophobe, fasciste, donc on n'est pas là en train de débattre, on veut lutter contre eux. Les arguments. Ah, tout à fait. Mais c'est une position assez opportuniste, hein. Quand ça vous arrange, vous allez débattre, et quand ça vous arrange pas, vous n'allez pas débattre. Vous êtes en train de, attends, juste pour bien, la même chose pour l'autre. juste pour bien recadrer, est-ce que vous pensez que notre président Raoul Edebo, un des éléments les plus connus du côté francophone, on va l'envoyer en Flandre pour mener la lutte, vous pensez que c'est avantageux? En fait, vous dites qu'en Flandre, vous allez débattre avec le Vlaams Belang, mais pas en Wallonie. Le plus confortable, c'est de laisser Raoul Edebo du côté francophone du pays. Le plus confortable, c'est de laisser Raoul Edebo du côté francophone et on y va et on limite. Ça marche très bien. Hein. Ça, ce serait le plus confortable. Par contre, le meilleur élément, nous, on l'envoie en Flandre pour lutter contre le Vlaams Belang. Et pour l'instant, ça n'a pas été encore le cas, parce que ce débat n'a pas encore eu lieu. Non, il n'a pas encore été. Mais, voilà, donc c'est pas encore le cas. Mais il est président, mais il passe de plus en plus souvent du côté médiatique flandre. Il n'y a pas encore eu de présence. Et donc, on le voit de moins en moins du côté francophone, et donc il ne faut pas dire que c'est confortable. C'est un choix conscient du parti. Et c'est un choix conscient du parti. Mais donc, pour l'instant, on n'a pas encore vu dans des débats en présence du Vlaams Belang. Mais on note que ce sera possible, en tout cas, c'est pas impossible. Mais de votre côté, quand même, Elsa, un peu, est-ce que vous croyez que le cordon médiatique du côté francophone empêche qu'il y ait une extrême droite? Parce que certains le disent, et notamment des chercheurs disent, mais en fait, l'extrême droite, elle n'existe pas dans le sud du pays grâce au cordon sanitaire médiatique. Non, ça existe, mais c'est le PTB, c'est l'extrême gauche. En fait, l'extrême gauche et l'extrême droite, les extrêmes se touchent. À l'époque, par exemple, Hitler, avant d'être fasciste, c'était un nazi, alors un national-socialiste, et il a travaillé avec Staline pour envahir la Pologne. Alors, c'était des partis qui se voyaient dans les... Autre exemple, c'est pas une comparaison, Mussolini. C'est de l'histoire. C'est même pas l'histoire. Mais même Mussolini, il était journaliste communiste avant de devenir fasciste. Les extrêmes se touchent. Et au Parlement flamand, il y a quand même beaucoup de votes où le PTB et le Vlaams Belang votent de la même façon. Mais idéologiquement, c'est un peu l'inverse, quoi. Aussi. C'est contradictoire. Je ne pense pas, parce qu'ils veulent tous plus d'État. Oui, le Vlaams Belang pour contrôler les gens, pour un état de police, et le PTB pour organiser et produire, c'est-à-dire les logements de l'État, les jobs de l'État. Regarde le Cuba, Corée du Nord, tout le monde travaille pour l'État, tout le monde est égaux, mais tout le monde est pauvre. Est-ce que le PTB est démocrate pour vous aujourd'hui? Pardon? Est-ce que le PTB est démocrate pour vous aujourd'hui? Pour moi, ce n'est pas un parti démocrate, non. Donc ça veut Mais dire... je veux bien débattre avec eux, parce que je trouve qu'il faut débattre avec tout le monde. Oui, alors justement, parce qu'on en a parlé de ça, parce que Georges-Louis Bouget a parlé de ça, d'étendre le cordon sanitaire à tous les partis qu'il appelle extrémistes, et donc au PTB, par exemple, c'est dit que c'est un parti qui, au bout du compte, n'est pas démocrate. Quelle est la réaction du PTB à cela? Plus sérieusement, sur l'analyse de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une extrême droite du côté francophone du pays, c'est parce que le PTB est dans la place, ça c'est certain, parce qu'on apporte une alternative de société. Je veux dire, ça c'est ultra important. Cette colère qu'il y a chez les travailleurs, cette colère qui est dans les classes les plus pauvres de la société, cette colère-là, nous, on la ramène positivement. Positivement vers quoi? Vers une société plus égalitaire, une justice fiscale qui est ultra importante. Nous, on dirige cette colère vers les 1% les plus riches de la société. Vous avez certainement entendu cette semaine-ci où plusieurs partis politiques traditionnels sont pour enfin commencer à réfléchir. On en reparlera tout à l'heure. Non, mais je veux dire, cette colère, question là-dessus. C'est ça, mais cette colère, c'est parce que le PTB est grand, c'est parce que le PTB apporte une alternative à toutes ces politiques d'austérité. Donc pour vous, c'est pas le cordon sanitaire médiatique qui marche contre l'extrême droite dans le Sud, c'est le PTB. Tout à fait. Pourtant, je suis d'accord tous les deux. Il a été efficace, le cordon sanitaire médiatique, puisque on voit le score électoral de l'extrême droite ici en Belgique francophone, il est faible. Donc le cordon sanitaire médiatique a aussi permis déjà de réduire la visibilité de l'extrême droite, mais aussi de casser la stratégie de dédiabolisation qu'ils mettent en place dans les médias justement du côté flamand. Donc ça a marché, mais c'est peut-être pas le seul facteur aussi. Et il faut une alternative positive. Mais ce n'est pas du tout positif, mais c'est une alternative. Vous n'avez pas répondu à ma question, parce que l'idée est là sur la table chez certains, on
en tout cas, chez les libéraux, mais chez des filles, ils en avaient déjà parlé aussi, c'est de dire est-ce que le PTB est aussi un parti extrémiste et un parti où il y a des soucis. Il faudrait peut-être élargir le cordon sanitaire au PTB. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais sur base de quoi? Sur base de notamment ce que Georges-Louis Boucher avait dit, dire que les pays à démocratie populaire sont des pays où la démocratie parlons est du moins. PTB, parlons de la Belgique, parlons du PTB. Sur quelle base on pourrait interdire le PTB? Non, mais c'est pas moi qui veux l'interdire. Je me demande quelle est votre réponse à quelqu'un qui n'est pas là. C'est ça. En quoi je suis dangereux pour la société belge? En quoi j'ai produit un programme, un discours qui soit dangereux pour nos institutions? Désolé. Vous êtes peut-être pas dangereux pour les institutions, mais bien pour les contribueurs, parce que vous voulez que tous les jobs sont offerts par l'État, vous voulez des taxes, taxer des gens qui travaillent. C'est tout le contraire. Non, mais le système Est-ce que c'est une raison pour interdire un parti? Enfin, pas interdire, le mettre sur le côté. C'est la question. La question, c'est ça. C'est la question de fond. Sur quelle base, sur quels critères est-ce qu'aujourd'hui le PTB est-il un danger pour nos institutions? La réponse que j'entends du côté d'OpenVLD, pas pour les institutions, pour les contributeurs, les 1% les plus riches. Pour voler de nouveau de l'argent des gens qui contribuent, voilà. Ça, c'est dangereux. Je suis législateur, je suis député, je produis des lois, je ne vais voler personne. C'est quoi cette histoire de voler? D'écrier de plus en plus d'États. Et alors, ça veut dire c'est voler. Mais bien sûr. Il y a le poids des mots, qui, je pense, qui est important ici. Ce que j'entends, c'est quand même assez surprenant. Parce que les gens vont travailler, alors ils ont des revenus, et puis vous allez venir avec de nouveau des taxes, C'est juste le contraire. pour créer un État super important. C'est dangereux pour les gens, oui. Mais est-ce que vos idées doivent être combattues? Oui, pendant les débats. Il y a quelque chose qui m'échappe, mais bon. Aurore Pédoin, pour terminer, vous voulez conclusion. En fait, j'ai l'impression d'avoir entendu énormément de choses flagrantes qui mériteraient d'être flaguées, d'ailleurs au passage, mais je crois que le débat, effectivement, n'est pas terminé. Et qu'il va falloir... On en reparlera. Et puis, alors, j'ai promis, on parlera tout à l'heure de la taxe des plus riches dans un instant, mais je voudrais passer à nos têtes d'affiche. Je vous propose une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous deux de réagir en bien ou en mal sur celui ou celle qui vous inspire. Et Elsham, on commence avec vous, avec 4 personnalités. La première, c'est un auteur, Marcel Sel, qui est prix du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour son roman. Élise, Carl de Montcharline, l'icône du monde de la nuit, dont les plaintes dont il était victime ont été classées sans suite. Arnaud, le chanteur adulé et partout, est décédé à Bruxelles le week-end dernier. Et enfin, Zahour Loulagi, conseillère communale bruxelloise PTB, qui est passé au MR. Alors, qui choisissez-vous? Je suppose que vous allez choisir le Flamand de Bruxelles, non? Non, hein. Oui. Nous sommes tous les deux nés à Ostende et nous habitions tous les deux Bruxelles. Oui, donc 2 points communs. Mais enfin bon, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous chantez aussi bien que lui? J'aime bien sa musique, mais je ne chante pas du tout. Non, sa musique est formidable. Enfin, il a quand même laissé beaucoup d'émotions et oui, c'est dur pour beaucoup de gens, je pense, de voir le perdre. Le perdre, oui. Et alors, on peut dire quand même que c'était un des Flamands les plus célèbres de Bruxelles. Il a certainement joué, je sais pas, il y avait un côté positif qu'il donnait peut-être à Bruxelles, non? Oui, mais la musique va... C'est une autre langue. C'est une autre langue que le français ou le néerlandais. Et c'est pour ça qu'il a touché beaucoup de gens. Et surtout que lui, il chantait en néerlandais, en français et en anglais. Exactement. Et juste en passant, Youssef Ndichi, Zahour Loulagi qui quitte le PTB en devenant indépendant, puis maintenant au MR, une remarque là-dessus? Je vais faire une remarque sur Zora, mais une petite remarque sur Arnaud. Il était tellement puissant qu'il était même connu dans les quartiers populaires. C'est vrai. Des gars comme moi de mon profil, on l'écoutait. Donc je suis plutôt rap, mais j'étais Arnaud. Et donc ça, c'était la force d'Arnaud. Mais sur Madame Loulagi? Sur Zora, très, très surpris d'avoir... moi, je pensais qu'elle allait terminer au PS, mais bon, elle est au MR. C'est quand même surprenant de se retrouver, donc partir du PTB... pour se retrouver dans le MR, quand même le parti qui a bloqué, qui va nous faire travailler jusqu'à 67 ans, qui bloque les salaires. Et je sais que Zora est quand même
ces quartiers populaires. Elle était travailleuse sans emploi et c'est quand même assez surprenant. Alors, je vous en propose 4 autres, Youssef Ndichi. Tout d'abord, Remco Evenepoel, Brabançon victorieux à la doyenne. Angela Davis, l'activiste révoltée en visite à Bruxelles cette semaine. Christian Van Eycken et Sylvia Boisgelot, le couple condamné en appel. Ou encore Jean Nouvel, l'architecte renommé, attaque en justice les entrepreneurs de Néo 2. Alors, qui choisissez-vous? Remco, Angela, Christian et Sylvia ou Jean? Remco, parce qu'il me fait presque regarder le cyclisme. Presque. On parle tellement de lui, on parle que c'est un produit. J'ai pas envie de louper le nouveau, le futur Eddy Merckx. Ouais. J'ai pas envie de me retrouver dans 20 ans et de me dire je l'ai loupé. Donc effectivement, je le regarde. Je suis pas fan du cyclisme, mais lui, il commence à m'intéresser et je regarde de plus en plus. Et donc voilà, sous cet aspect-là, il est sympa. Je crois que ça vaut la peine. Et puis c'est un vrai Bruxellois parce qu'il est de Schepdaal. On va le prendre avec nous. On va dire qu'il est bruxellois. 5 infos de la semaine. Vous en choisissez une qui vous aurait ravi ou vous aurait énervé. Et pourquoi? Tout d'abord, Macron, encore président, puisque Marine Le Pen a été battue. Twitter racheté par Elon Musk. Le monument arménien vandalisé cette semaine. Ou le nettoyage des pavés de mémoire pour célébrer la mémoire des victimes de la Shoah. Ou les scan-cars qui rapportent beaucoup, beaucoup d'argent à la commune de Schaerbeek. Els Amp, qu'est-ce que vous choisissez parmi ces différentes infos? Twitter acheté par Elon Musk. Oui, ça vous inquiète ou ça vous fait plaisir? Non, je suis très contente. Parce que, en fait, je trouve tellement important qu'il y a une libre expression partout et surtout sur les réseaux sociaux. Et je n'aime pas cette politique d'enlever des accounts, des personnes qui ont une opinion qui ne plaît pas à tout le monde. Et je pense que Elon Musk, il veut restaurer le free cette liberté-là. Et pour la liberté absolue aussi, il faut le préciser. Oui. Ça veut dire que Donald Trump peut revenir sur Twitter. Oui, mais il y en a d'autres aussi qui ont des idées plutôt libertariennes qui vont revenir. Et donc ça veut dire qu'on peut insulter, harceler, menacer de mort, etc. Mais pour moi, en fait, la libre expression a été en danger parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais tu ne peux pas dire cela, tu peux dire cela. Et alors, c'est qui décide? Non, mais donc on peut continuer à harceler. Mais la justice peut décider quand même. La justice peut toujours décider. Ça, c'est autre chose. Si quelqu'un ne peut pas appeler à la haine, et alors la justice peut décider, et c'est un juge qui va le décider. Mais donc ça veut dire qu'on peut appeler à la haine et que vous êtes d'accord avec ça? Non. Mais c'est le juge qui va décider d'enlever. Mais Twitter est très libre aujourd'hui aussi. Twitter est très libre aujourd'hui. Sauf pour Donald Trump. Sauf pour Donald Trump, effectivement. Alors, Youssef Ndichi, une autre info parmi ces 5. Là, j'ai une idée de ce que vous allez choisir. Les scan-cars. Mais évidemment, ça c'est révoltant, c'est vraiment révoltant. Et je ne comprends pas pourquoi le beaucoup est entre parenthèses, parce que c'est vraiment, comme dirait mon fils, très beaucoup. Voilà, mais c'est pour votre fils. Non, mais c'est vraiment incroyable. J'ai assisté au débat, c'était mercredi au conseil communal de Schaerbeek. Et effectivement, il y a déjà d'abord une fragilité juridique terrible autour des scan-cars à Schaerbeek. Ça, c'est le premier point. Et puis, dans le débat, on a bien vu que les scan-cars, c'était du pognon, c'était du racket sur les gens, de pouvoir se stationner. Schaerbeek est l'une des plus chères, ils vont jusqu'à 21h30, dans certains quartiers jusqu'à 22h. Donc on voit vraiment que c'est simplement ça. Le scan-car, c'est vraiment du racket aux gens et de remplir les caisses. Et là, vous voyez... Je suis d'accord. Voilà. Incroyable. Voilà, donc c'est vraiment révoltant ce qui se passe du côté de Schaerbeek et on voit vraiment les réponses qui sont données par les échevins d'une légèreté incroyable et d'une condescendance. J'ai jamais vu ça. Ceci dit, le problème juridique des scan-cars, justement, c'est toute la région bruxelloise. C'est autant en ville de Bruxelles que Schaerbeek. Oui, donc ça n'a pas encore changé, cette situation. Mais on voit bien qu'avec ce débat de scan-car, on voit bien que c'est quand même une rentrée importante pour les communes et ils y tiennent. Et j'ai entendu dans le débat, imaginez-vous si on n'avait pas ces rentrées. Moi, j'ai une idée. Peut-être un pourcentage, un centime additionnel de la future taxe des riches que les communes pourraient recevoir. Et je suis sûr que Youssef Ndichi sera d'accord avec ça. Tout à fait. Et je suis certain que ce ne serait pas le seul. À un certain moment, il faut arrêter avec les taxes. Alors justement, alors réagissons chacun là-dessus. On vous écoute. Un peu, pourquoi vous êtes contre cette taxe qui toucherait les plus riches et qui permettrait d'avoir plus de moyens pour l'État? Parce qu'écoutez, nous avons
plein de taxes. Nous avons la TVA. Nous avons Mais tout le monde la paye, celle-là. Oui, oui, mais ceux qui sont riches payent plus parce qu'ils achètent beaucoup plus. Ah, mais ça, c'est leur problème. Ah, mais c'est très bien. Mais c'est très bien. Mais c'est très bien. Alors, on a déjà ça. Puis, il y a la taxe sur les actions. Il y a la taxe sur tout ce que tu épargnes en tant que personne, tu dois payer des taxes. Il y a la taxe quand tu vas travailler. Il y a la taxe que doit être payée par les entrepreneurs qui engagent les gens. Mais il y a... Allez, on peut se demander sur quoi il n'y a pas encore de taxe. Il y a un taxe sur tout. Alors ça existe déjà. C'est pas la solution. À chaque fois qu'il y a un problème, la solution en Belgique, c'est on va inventer une taxe, une nouvelle taxe. Mais non, c'est pas la solution. La solution, c'est que il faut de la croissance économique. C'est ça la solution. Youssef Ndichi. Bon, je veux rassurer. Hein. C'est pas la taxe des millionnaires, c'est une taxe nouvelle. Hein, sur les 2% les plus riches de ce pays. Donc c'est vraiment très ciblé. Hein. La taxe des millionnaires, elle est vraiment ciblée, elle ne touche pas tout le monde. La TVA, c'est autre chose, hein, c'est la taxe la plus injuste. Hein. Donc le multimillionnaire qui peut acheter son soda ou son sandwich va payer la même TVA qu'un travailleur. Donc en termes qu'on est milliardaire ou truc, c'est vraiment la plus injuste. Donc la taxe des millionnaires, c'est pour toucher les ultra riches, les 2% de la population les plus riches. C'est plus d'1 million, c'est ça? C'est ça, le patrimoine de plus d'1 million, 1%, 2 millions, 2% avec... Non, c'est toujours la théorie. C'est une proposition de loi, c'est pas de la théorie. C'est scanné, c'est screené, c'est checké, c'est pas que de la théorie. Donc avec un maximum de 3% pour les 3 millions et plus. Donc ça, c'est une chose. Grâce à cette taxe des millionnaires, je vais rassurer la droite de l'OpenVLD, c'est pour pouvoir diminuer la pression fiscale sur tous les travailleurs de ce pays. Donc on touche les 2% de la population pour pouvoir alléger, donner du pouvoir d'achat aux plus de 4,5 millions. Mais totalement, et on a besoin... C'est un mensonge et tout le monde le sait. Mais c'est pas du... Attendez, à la fin, tout le monde paye. Youssef Ndichi, je voudrais savoir, parce que ce qui est compliqué avec l'impôt sur les grosses fortunes, ou la taxe des millionnaires, ou la taxe des riches, quel que soit son nom, c'est de vraiment toucher ceux qu'il faut toucher, et de savoir qui est riche ou pas. Je pense que le critère que d'1 million, d'avoir un patrimoine de 1 million hors propriété privée et aussi de bureaux professionnels. Hein. Donc, quand on enlève ça et on a 1 million sur son compte en banque, quand on met sa carte au Mister Cash et on voit qu'il y a 6 zéros, on peut dire que voilà, ça commence à devenir... Un patrimoine d'1 million d'euros, ça, ce sont toutes les personnes qui sont propriétaires d'une maison à Bruxelles, presque. Non, parce que beaucoup de maisons à Bruxelles... Non, j'ai été précis. Je pense que j'ai été précis. Hein. Le patrimoine privé et de bureau... est retiré. Oui. Et donc, quand on met sa Mister Cash et on voit qu'on a un compte en banque à 6 euros, lui demander 1% de ce patrimoine-là, je ne pense pas que ce soit du vol, ce que j'ai entendu tout à l'heure. À votre bon cœur, monsieur, dame, même si certains repartent ou changent de région, d'autres s'installent. Là, on parle d'autres choses. On parle des réfugiés ukrainiens qui sont là pour durer à Bruxelles quand même. Comment s'intégrer, comment trouver du travail, comment trouver un logement. La générosité bruxelloise s'est très vite organisée, comme dans cette maison ucloise. Reportage Maëlle Arnaud-Ducène, Michel Gaillère et Charles Carpro. Des rires et des sourires d'enfants dans le jardin de cette maison d'Ucle. Pourtant, il y a peu, ces familles étaient encore en fuite. Un voyage qui les a menés à travers plusieurs pays d'Europe. De Lviv, nous avons dû chercher un moyen de transport. On était très nombreux à vouloir prendre un train pour la Pologne. On attendait le matin et l'après-midi, on avançait par étapes. Ici, 8 mamans et 11 enfants peuvent se loger et cohabiter gratuitement. Un peu de répit, mais elles savent qu'au pays, les bombes continuent d'exploser. Je sens que mes enfants et moi sommes en sécurité ici. Il y a beaucoup de gens très gentils qui nous aident. Mais évidemment, je suis très inquiète pour mon mari au pays et ma maison en Ukraine. La maison était promise à la démolition. Des bénévoles se sont mobilisés pour qu'elle serve en attendant. Rénovation, meubles, équipements. Aujourd'hui, l'initiative va au-delà de l'hébergement d'une vingtaine d'Ukrainiens.
qu'on a le plus reçu, ce sont des vêtements. On a aussi reçu beaucoup de mobilier et on aide d'autres hébergeurs à équiper des appartements, voire même carrément tout un monastère du côté de Kraïnem. Alors ce dont on est le plus à la recherche en ce moment, ce sont des produits d'hygiène, du matériel scolaire, parce que c'est ce que les familles nous réclament le plus, ça part très très vite. Depuis le début du conflit, 35 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés en Belgique. La vague est sous contrôle, mais selon l'évolution des combats, d'autres pourraient suivre. Alors, Youssef Haddichi, on essaye d'accueillir au mieux possible ces réfugiés-là. Ça pose quand même pas mal de problèmes administratifs et dans les communes. Je ne sais pas, on a beaucoup parlé au début de la guerre, de l'invasion russe. On a parlé de la position du PTB qui était là, mais on vous a peu entendu sur comment ça se passe avec les réfugiés maintenant, au jour le jour. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que la région bruxelloise, le fédéral et les communes se débrouillent bien ou pas? Apparemment, il y a un plan qui va sortir, qui est un plan qui est sur la table du gouvernement, et je pense que c'est un plan qui est ambitieux. On va le soutenir. De ce qu'on entend, les premières briefs, c'est qu'il y a vraiment un encadrement pour le logement, santé et l'accueil des réfugiés. Je pense que voilà, il est ambitieux, on va le soutenir et je pense que c'est important de pouvoir à un moment donné avoir un accueil des réfugiés qui soit maximal et pas minimal. C'est service minimum et puis dès qu'il y a une guerre, il y a des réfugiés qui arrivent, on commence un petit peu à courir. Je pense que voilà, ce plan, il va falloir le concrétiser, pouvoir le garder. Structurel, le pérenniser, qu'il soit structurel dans le futur. Et donc ça, c'est ultra important. Et je pense que les réfugiés ukrainiens ont quand même démontré qu'on était capable de pouvoir les accueillir dignement, en suffisance, en région bruxelloise. Et à un moment donné, le pérenniser pour ne plus avoir ce 2 poids 2 mesures. Donc quand il y a des réfugiés qui viennent d'Irak, d'Afghanistan, qui soient ou d'Érythrée, d'Éthiopie, qui soient parqués dans le parc Maximilien, je pense qu'ici, les réfugiés ukrainiens ont prouvé qu'on avait les moyens, les ressources de pouvoir accueillir dignement. Et ça, je pense que ça ressort Bruxelles vers le haut. Et vous, Alessandre, vous voyez comment ça se passe en Flandre? On en a parlé à Bruxelles. Ça se passe plutôt bien? Mieux en Flandre? Moins bien en Flandre? Comment ça se passe? Ce que j'entends, parce que moi aussi, j'ai accueilli une famille chez moi à la maison. Et alors, elle a des contacts avec d'autres Ukrainiens en Flandre et en Wallonie. J'entends que c'est très difficile pour eux d'être inscrits à la ville de Bruxelles, par exemple. Ça prend beaucoup de temps. Dans certaines communes, ça prend beaucoup de temps. Tandis que dans les petites communes en Flandre ou en Wallonie, ça va beaucoup plus vite. Il y a maintenant apparemment milliers de personnes qui sont inscrites ou qui doivent être inscrites à Bruxelles. Ils prennent administrativement énormément de temps. La personne qui est chez moi, elle a déjà trouvé un job, elle veut contribuer, mais elle doit à chaque fois attendre l'administration. Je trouve que l'administration va moins vite que les personnes. Que le monde. Oui, et ça vaut aussi pour d'autres personnes, parce que les Ukrainiens maintenant ils reçoivent un permis de travail. Moi, je trouve que ça doit être le cas pour tous les réfugiés. Je ne vois pas pourquoi une personne est différente d'une autre. Pour les travailleurs sans papier aussi. Moi, je trouve ça, oui, parce que... À partir du moment où ils sont acceptés chez nous... Quand quelqu'un veut travailler... J'essaie de traduire ce que dit... donc c'est ça. C'est ça un peu la différence. Il faut aussi préciser que les Ukrainiens en question bénéficient d'un statut de protection provisoire aussi. C'est vrai que là, on parle aussi des... Ça dure 1 an. Voilà, ça dure 1 an. Donc c'est aussi un statut particulier. Que forcément, tout le monde n'a pas eu malheureusement ce statut-là. Exact. Et ils ont droit à un revenu au CPS qu'ils doivent commencer à toucher normalement. Ça donne une stabilité de minimum 1 an. Et je pense beaucoup à... c'est un autre dossier, mais voilà, mon cœur qui parle, les travailleurs sans papier rêveraient d'avoir une stabilité de minimum 1 an. Voilà. Oui, mais un grand problème que j'ai entendu cette semaine, c'est que quand vous avez un contrat de travail d'1 an ou 2 ans, vous ne recevez pas toujours une acompte à la banque. Et ça, c'est un problème parce que votre entrepreneur doit payer ton revenu, mais il n'y a pas de compte bancaire. Et alors, il y a pour louer, c'est difficile. Pour on louer ne peut pas donner aussi, la garantie locative. Voilà, alors pourquoi on a tellement de réglementations qui bloquent la croissance économique? C'est vrai, mais justement, oui. Je sais que le gouvernement bruxellois vient de débloquer 27 millions d'euros d'allocations familiales, justement pour aider ces familles qui bénéficient du statut, qui sont en réalité des femmes et des enfants. Et ça peut être un outil assez intéressant pour lutter contre la pauvreté infantile. Aussi, ça permet un peu d'avoir de la dignité pour les enfants. Donc il y a quand même un budget qui a été débloqué. C'est déjà un geste humain et qui a du sens puisque justement... Oui, mais les gens ne demandent pas ça toujours. Ils veulent juste travailler, avoir un compte bancaire. Ils veulent aller avancer dans leur vie et peut-être aussi retourner. Les deux, quand même.
Oui, mais il y a tellement, on parle toujours qu'il faut dépenser de l'argent et bloquer de l'argent. Oui, bien sûr, mais on ne parle pas assez de réglementations qui bloquent la prospérité des gens et aussi des Ukrainiens. Finalement, c'est peut-être aussi de faire un appel du côté des banques. Moi, j'aurais envie de dire faire aussi un appel du côté des employeurs. Il y a, je pense à Brussels Airport, qui a un mal fou à trouver des gens. C'est vrai que cette idée de se dire, voilà, on le voyait dans votre reportage, il y a moyen de discuter, néanmoins, il y a des outils à l'heure actuelle qui permettent d'aider, en tout cas, à la traduction. Et c'est peut-être pouvoir lancer un message de dire essayez, au moins essayez d'employer ces gens. La seule chose, c'est que le profil de ceux qui sont arrivés, c'est plutôt des femmes avec enfants. Donc, voilà, il faut quand même quelqu'un qui doit garder les enfants, alors, si on peut. Donc ça pose quand même des problèmes autres que d'autres types de réfugiés qui arrivent parfois des hommes seuls, où là, c'est peut-être plus facile de leur donner du travail. Enfin, donc, ça pose quand même pas mal de problèmes. On aura aussi l'occasion d'y revenir. Alors, je vous propose de parler d'un sujet quand même assez habituel dans les experts, c'est la mobilité, alors qu'on a enfin bouclé un plan taxi au gouvernement, qu'on a résolu la correspondance à la station Albert, qu'on a entériné la destruction du viaduc Hermann de Brou, eh bien, on s'est penché aussi sur la dangerosité des trottinettes. Le CHU Saint-Pierre a effectué une étude aux urgences, une étude complète sur les accidents de trottinettes, et les résultats sont plutôt dramatiques et inquiétants. Reportage Yacine Mossati et Charles Carbreau. Depuis quelques années, la trottinette électrique s'est frayée un chemin entre les piétons, les cyclistes ou encore les voitures. Rapide et facile d'utilisation, cet engin motorisé n'est pourtant pas sans danger selon une étude du CHU Saint-Pierre qui a questionné 170 patients impliqués dans un accident de trottinette électrique entre juin 2019 et juin 2020. Dans notre étude, 85% ont eu un accident sans antagonisme déjà. Donc ce n'est pas un accident dû à un choc avec un piéton, un choc avec un engin. 30% de nos patients 30% étaient sous imprégnation éthylique. Autrement dit, en état d'ivresse. Autre chiffre important, près de 60% des accidents ont lieu entre 18h et 7h du matin. Cela s'explique par le caractère festif du centre-ville, lieu où se trouve l'hôpital Saint-Pierre, mais aussi par la baisse de luminosité qui entraîne une diminution de la visibilité dans une région où la voirie est peu adaptée aux trottinettes. L'immense majorité des accidents, ce sont en fait des chutes. Et qui dit chute dit certainement problème avec le revêtement routier. Hein. Ça peut être un pavé déchaussé, ça peut être une branche sur une piste cyclable, ça peut être une glissade lorsqu'il fait mouiller. Et puis le comportement des utilisateurs sera différent en fonction de s'ils louent une trottinette électrique ou s'ils en sont propriétaires. On a aussi constaté que dans l'étude, 6% des patients, dont 11 patients sur les 170, avaient un casque, mais dans les 11 patients, 10 étaient propriétaires de leur trottinette et ces 10 étaient pendant les heures de travail, donc un peu plus sensibilisés. En 2021, l'Institut Vias a comptabilisé plus de 1000 accidents impliquant une trottinette électrique en Belgique, dont 412 à Bruxelles. Pour parer à cette problématique, les ministres de la mobilité du pays ont élaboré récemment une série de restrictions, comme l'interdiction de circuler sur le trottoir ou encore la limitation d'âge à 16 ans. Alors, Safran Abdessalem, vous faites de la trottinette. Hein. Est-ce que vous mettez un casque ? Non. 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 Bah déjà parce que moi, j'ai pas de trottinette. Souvent, ceux qui ont des casques, ils possèdent la trottinette. Les propositions par le gouvernement sont intéressantes, notamment l'interdiction de rouler à plusieurs sur la trottinette, la création de zones obligatoires justement de stationnement parce qu'on a marre de voir des trottinettes garées de manière anarchique partout. Donc ça va s'arranger, c'est ça que vous dites. Ça va s'arranger, mais sur le côté interdiction de rouler sur le trottoir, je suis pas vraiment d'accord parce que par exemple, si on prend un territoire, une zone comme entre Stéphanie et Châtelain, quand on roule la trottinette, on est avec des voitures et on est aussi avec le tram parce qu'il y a une ligne de tram au milieu. Plein de fois, je me suis personnellement fracassé la figure parce que justement, j'essayais de rouler sur la route alors que quand je prends le trottoir là-bas, je suis plus protégé. Donc c'est pas toujours... Mais l'usager faible qui est en face de vous et qui lui se déplace à maximum 5 km/h, lui est nettement moins protégé en frontal avec quelqu'un qui arrive jusqu'à 20 km/h. C'est sûr, mais il faut... C'est pas une... Il faut de la place pour tout le monde, c'est ça hein. Et donc on a bien compris qu'Europénois, elle ne se baladait pas. Non, je tiens à ma vie, mon crâne et mes os, puisqu'apparemment, je ne connais personne qui est monté sur une trottinette et qui s'en est sorti indemne. Eh ben voilà qui donne envie. Mais voilà, oui. Une personne sur deux accidentée souffre de lésions crânio-faciales. Dans l'étude le montre, c'est quand même incroyable. C'est vrai. Youssef Ndichi, là-dessus, sur les trottinettes, on a eu raison de changer les règles.
Je pense que ce n'est pas suffisant. Ici, j'entends que c'est plutôt des problèmes d'infrastructure. L'exemple qui est ici donné, j'entends dans le reportage aussi des chaussées qui sont mal entretenues. Je pense que là, c'est ultra important de pouvoir investir massivement pour pouvoir avoir accentué le sentiment de protection pour les deux roues. Bruxelles est en train de se transformer. Il y a de plus en plus de cyclistes, il y a de plus en plus de gens qui achètent leur trottinette pour aller plus vite. Et ça, voilà, c'est une réalité. Moi, je pense qu'il y a un travail de sensibilisation énorme à faire à ceux qui utilisent les trottinettes, de pouvoir les sensibiliser qu'effectivement, il y a des usagers faibles qui sont les piétons. Il y a des règles de circulation. Il y a des règles de circulation. Je pense qu'il y a un travail de sensibilisation ultra important. Je suis quand même un professionnel de la route. Je pense que moi, quand je roule en voiture à Bruxelles, je sens que ça change. Il y a de plus en plus de deux roues sur la chaussée. Et je pense qu'il y a aussi un travail de sensibilisation dans les larges médias de pouvoir faire un peu plus attention, que les automobilistes, les quatre roues fassent attention aux deux roues. Je pense que voilà, mon fils est en train d'apprendre à rouler et je suis à côté de lui. Et je me dis attention. Avant, c'est vrai que il y avait une petite marge d'erreur que je pouvais me permettre de ne pas regarder mon rétroviseur. Ici, je le bassine matin, midi et soir. Attention aux cyclistes et aux trottinettes. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde dans l'espace public bruxellois? Parce qu'on a l'impression que chacun veut être protégé. Mais est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Il faut créer de la place en construisant plus de métros, par exemple. Et ne plus. Mais ça, on le fait, mais là, il faut attendre 30 ans. On le fait, oui. Une ligne de métro. Avant, on construisait des lignes de métro constamment. Mais maintenant, on est content avec juste une ligne de métro, mais il faut aussi une ligne de métro vers Grand Bégard, Koekelberg. Enfin, il y a plein d'endroits, il y a beaucoup de voitures qui peuvent être diminuées ou, par la construction de métro. Mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Soufiane. Les rails... Pardon? Safouane. Excusez-moi. Les rails de tram sont dangereux pour les cyclistes et pour les steps. Et on pourrait diminuer le nombre d'accidents avec des vélos et des steps en ne plus construisant des routes en pavé ou des rails de tram sans site propre. Les rails de tram sur un site propre, c'est très bien, mais s'il n'y a pas de site propre, c'est dangereux pour les cyclistes, les steps. Alors pourquoi est-ce qu'on continue cette politique? C'est dangereux. Youssef Ndichy, vous n'avez pas l'air d'accord. J'ai pas l'air d'accord dans la vision de Health Hump, mais c'est vrai qu'il faut aujourd'hui à Bruxelles pouvoir refaire tous les aménagements de voirie en ayant conscience qu'il y a des transports en commun. On va essayer d'avoir moins de voitures et effectivement de pouvoir être conscient qu'il y a plus de deux roues, cyclistes et trottinettes. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus réaménager un quartier sans avoir cette réflexion. Je pense que c'est une input politique qui est important de pouvoir le mettre dans les administrations de Bruxelles Mobilité, de pouvoir refaire un quartier, réfléchir transport en commun, deux roues. Ça, c'est inévitable. Eh ben voilà, je trouve que c'est une bonne conclusion. C'est la première fois qu'on termine positivement un dossier sur la mobilité, tant mieux. Alors on va terminer avec nos coups de cœur. Et Aurore, on ne pense qu'à boire chez vous. Bah écoutez, c'est un peu le fond de commerce de vivre ici, bien évidemment. Donc j'imagine que vous aimez un petit peu la gueuse, Jean-Jacques, vous qui êtes à Bruxelles. L'alambic. Eh bien, sachez en tout cas que ce week-end, il y a 11 brasseurs de lambic et de gueuse qui ouvrent leurs portes. C'est assez exceptionnel. Et alors, il y a plein d'activités autour justement de cette bière, des balades, des sorties, des découvertes, des visites de brasserie. C'est tout autour de Bruxelles, le long de la vallée de la Seine, bien évidemment. Donc je vous invite à vous rendre. C'est en fait un peu en dehors de la région bruxelloise. Hein. C'est le grand Bruxelles, comme on dit. C'est le grand Bruxelles. C'est comme Remco Evenepoel. Allez, on les prend. On les prend avec. Je vous invite donc. Si Elsambe est d'accord, on les prend avec. Voilà. C'est pas loin. Je vous invite donc à faire un tour de gueuse ce week-end. Les infos sont sur les internets. C'est les alentours de Bruxelles. Voilà. C'est les alentours de Bruxelles. Hein, c'est le côté brabançon bruxellois. Et vous, Safouane Abdesalem? Moi, mon coup de cœur, c'est le musée de la migration à Molenbeek qui vient de décrocher le label du patrimoine européen, qui est décerné par la Commission européenne. Donc il y a une image positive alors. C'est une image positive, mais c'est un petit clin d'œil aussi à l'affaire qu'on a traitée de Monsieur Rousseau. C'est pour montrer que quand on revisite l'histoire, on se rend compte de l'importance des migrants et de la migration de manière générale sur le développement et la construction de l'Europe, et même ici en Belgique avec la diversité multiculturelle qui fait partie de la Belgique. Qu'est-ce qu'il y a dans ce musée? Qu'est-ce qu'on peut voir? Des trajets, des parcours, c'est ça? Des histoires de migration, on comprend vraiment d'où vient ici l'histoire belge.
L'histoire de mon papa, entre autres. Elle est dans le musée? Non, mais Elle pourrait. Il a partagé cette histoire-là, ouais. Ouais. Alors, Youssef Ndichi, il y a quelque chose à faire à Scarbeck ce week-end, ou ce dimanche de particulier? Ce dimanche, c'est le 1er mai, c'est la lutte de... Ah ouais, c'est le 1er mai, donc on organise, je pense, le plus gros rassemblement politique à Bruxelles. Hein. Donc c'est la première fois que Raoul Edebo, président du parti, qui sera à Bruxelles, place à Nessens, à 10h30. On vous donne rendez-vous. Donc 1er mai, jour de lutte. Les autres sont en dehors de Bruxelles, hein, c'est ça. Paul Magnette est à Charleroi, Georges-Louis Boucher est à Herstal. Ici, ce qui est inédit, c'est que c'est la première fois pour Raoul, parce qu'il se pitche tout le temps à Liège. C'est sa première qui vient à Bruxelles en tant que président. Donc le message politique est quand même assez fort. Hein. On veut une Belgique unitaire, un parti national. Je pense que le message n'est pas... est important. C'est pas anodin. Et vous, Elsampe, qu'est-ce que vous allez faire dimanche 1er mai? Vous allez manifester avec le PTB ou le FGTB au nom des arts? Vous avez le choix. Hein. Quand on a le temps qu'on a cette semaine, je vais en fait prendre mon vélo de course et traverser Bruxelles. Oui. Parce que c'est toujours différent. Pendant un dimanche, j'ai un peu moins de voitures et avec un vélo de course, on peut traverser les hauts et les bas de Bruxelles. Ah, c'est pas un vélo électrique, vous, hein? Non. C'est bien, bravo, félicitations. J'aime bien l'entraînement aussi. Merci en tout cas aux invités, merci aux experts et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission des experts. Bonne fin de week-end.